Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Frites, pizza, hamburgers et soda. Voilà des années que l'Algérien a troqué ses bonnes vieilles habitudes alimentaires contre une alimentation rapide et malsaine. Combiné au manque d'exercice, la malbouffe a de graves conséquences sur notre santé. On parle ce soir d'une épidémie mondiale. On ne parle pas de coronavirus, mais plutôt d'obésité. Oui, elle est considérée par l'OMS comme la première épidémie non infectieuse de l'histoire. En Algérie, elle touche 30% des femmes et un peu plus que 15% des hommes. Le surpoids, quant à lui, tenez-vous bien, concerne plus de la moitié de la population. Ces chiffres exagérément élevés laissent prévoir que les facteurs de prédominance de diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers du foie et du sein vont connaître une recrudescence dans les années à venir. Avec mes invités, on tentera de comprendre les causes de l'obésité. On tentera également de comprendre comment lutter efficacement contre cette maladie chronique lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, qu'on vit dans une société hautement obésogène. On reviendra également sur les conséquences de l'obésité sur notre qualité de vie et notre santé. L'obésité réduit l'espérance de vie jusqu'à 10 ans. Pour parler de cela et développer autour de ce thème d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Berli Ilyes. Vous êtes président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, SANMO. Vous êtes également lauréat du prix Hall of Fame de l'Université de Tokyo. Vous venez de Ras El Abbès. Merci d'avoir fait le trajet. Avec grand plaisir. Merci. J'ai également le plaisir de recevoir Dr Hamoudi Leila. Vous êtes médecin du sport à ex-CNMS, le Centre national de médecine du sport. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'ai également le plaisir de recevoir professeur Bouzid Aïcha. Vous êtes endocrinologue à l'hôpital Bainem à Alger. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. On parle donc d'obésité et surtout de prévention. Comment éviter d'arriver à être obèse? Comment éviter les complications surtout? Je commence avec vous, docteur Berli. Je le disais à l'instant, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, devrions-nous expliquer ce que c'est que la médecine orthomoléculaire pour un peu éclairer les gens qui nous regardent ce soir. C'est une médecine alors, qui est relativement nouvelle, puisque la première fois dont on en a parlé, c'était en 1968 par Linus Pauling, qui est le prix Nobel américain, c'est ça? Alors, vous dites que la médecine orthomoléculaire n'est pas une médecine alternative, mais plutôt intégrative. Tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie? Intégrative, qu'elle est là pour complémenter la médecine allopathique, puisqu'elle n'est pas en contradiction. Elle peut être utilisée comme une thérapie à part entière. Elle peut être également utilisée pour réduire les effets secondaires des thérapies allopathiques. Et en même temps, comme il n'y a pas d'interaction avec les médicaments, elle permet également d'optimiser l'action thérapeutique. Et pour revenir sur la définition de la médecine orthomoléculaire, comme sa terminologie l'indique, il y a le terme ortho qui veut dire correct, juste, et donc c'est finalement une thérapie qui prend, c'est-à-dire dans la base est l'usage des vitamines, des oligoéléments, des coenzymes, des acides aminés. Et il y a une citation de Karl Pfeiffer qui définit bien la différence entre la médecine orthomoléculaire et la médecine allopathique, bien qu'elles sont complémentaires. Pour tout médicament qui peut apporter un effet bénéfique à l'organisme, il existait dans ce même organisme des substances qui apportaient le même effet thérapeutique. Et ce n'est que le déficit de ces substances qui a généré l'état maladie. Donc, quelque part, on essaie d'aller à l'origine de la maladie, ce qui est intéressant dans le volet thérapeutique et surtout préventif. Voilà. Oui. Alors, on va revenir, bien sûr, on va parler d'obésité. On reviendra sur la médecine orthomoléculaire. Alors, docteur Bouzid, professeur Bouzid, à quel moment peut-on dire qu'une personne est obèse ou en surpoids? Parce qu'en fait, ce n'est pas exactement la même chose. Tout à fait. Alors c'est juste pour vous dire, vous l'avez si bien dit, que l'obésité est une épidémie, effectivement. Donc l'obésité est reconnue par l'OMS comme une maladie chronique qui affecte aussi bien l'enfant que l'adulte. Et il s'agit d'un problème de santé publique. Alors, l'OMS considère comme définition d'obésité, c'est un excès de graisse. Donc, cet excès de graisse, on peut, sur le plan clinique, on peut mesurer, on peut quantifier. Alors, comment?
Donc on va faire un calcul, une petite équation, donc qu'on appelle donc le simple facteur qui va apprécier l'obésité, c'est l'indice de masse corporelle, l'IMC. L'IMC, c'est quoi au fait? C'est un petit rapport de, alors vous avez le poids en kilos sur la taille au carré, c'est-à-dire pour chiffrer l'obésité, on doit peser la personne, donc la personne elle se pèse, on a son poids, et on prend sa taille, donc, et on fait le rapport. Donc, on parle d'obésité, de surpoids d'abord. Alors, pour une personne est considérée normale entre 18 à 25 kilos par mètre carré. J'ai dit, c'est le rapport, c'est kilos par mètre carré, d'accord? Et on parle de surpoids quand on dépasse les 25 kilos par mètre carré. Donc là, on parle de surpoids et d'obésité quand on dépasse les 30 kilos par mètre carré. Alors, dans l'obésité, il y a 3 grades pratiquement. Une obésité qui est simple, de 30 à 34,9. Il y a l'obésité qui devient sévère à partir de 35 jusqu'à 40. Et une obésité qui dépasse les 40 kilos par mètre carré, c'est une obésité massive et donc c'est une obésité morbide. Donc c'est celle-là qui va entraîner des complications, même la sévère aussi. Mais c'est là où on va voir toutes les complications. On y reviendra après de toutes ces Bien sûr, c'est clair. Alors, docteur Hamoudi, en Algérie, un enfant sur 5 à peu près est touché par ce phénomène, ce qui n'est pas rien. Alors, comment reconnaître aussi l'obésité, pour alerter peut-être les parents qui nous regardent, l'obésité ou le surpoids chez un enfant? Je pense que ce n'est pas exactement la même chose. Je voudrais juste un peu rebondir sur ce qu'a dit madame à propos de l'IMC. L'IMC nous donne, si vous voulez, une appréciation globale sur l'excès de poids, mais il y a aussi un paramètre qu'il faudrait peut-être très probablement rajouter, c'est le périmètre abdominal. Ouais. Parce que vous savez, par exemple, en médecine du sport, puisque j'y suis pleinement, nous pouvons avoir une IMC qui est importante en pensant qu'il y a une obésité, alors que c'est du muscle qu'il y a. Oui. Donc le périmètre abdominal est très intéressant à mesurer. Donc il y a eu des chiffres avant, il y a quelques années, qui étaient très importants, et ces chiffres ont été revus à la baisse. Donc chez la femme, quand le périmètre abdominal dépasse 84 cm, on dit qu'il y a une obésité abdominale, et quand chez l'homme, elle dépasse 90 cm, on dit qu'il y a une obésité abdominale chez l'homme. Alors cette obésité abdominale, c'est une quantité excessive de graisse au niveau de l'abdomen qui est représentative de la graisse viscérale. Et c'est cette graisse viscérale qui est dangereuse, madame. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à... Pour revenir un peu sur les enfants, oui. Alors pour les enfants, c'est pas tellement différent. Pour les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, on épouse ou on fait, si vous voulez, on cède des courbes de croissance. D'ailleurs, ces courbes de croissance sont sur le carnet de santé. Oui. Voilà. Donc, quand il y a un enfant qui est suivi, parce qu'il doit être suivi régulièrement par le pédiatre, et il y a des vaccinations à faire. Donc, à chaque fois, le pédiatre regarde cette courbe de croissance et il y a des repères à prendre. Il faut que cette croissance, ou ce poids, comme la taille d'ailleurs, doivent suivre un couloir. Et à ce moment-là, on peut parler de normes, d'insuffisance, par exemple, quand on parle du poids, d'insuffisance pondérale ou de surpoids quand c'est au-dessus de ce couloir. Oui. Et pour l'enfant aussi, le périmètre abdominal est intéressant. Il est intéressant de prendre. Ce qu'il y a, c'est qu'avec l'enfant, il y a un petit avantage. C'est celui de développement et de croissance de l'enfant. Donc, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il croît, même il s'affine. Donc, pour peu qu'on ajoute quelques petites mesures d'hygiène de vie, une petite activité physique, on voit que même s'il reste rond et qu'il n'augmente pas en poids, on prend. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent certaines règles. Oui. Docteur Hamoudi a parlé des femmes. Les femmes sont plus touchées par l'obésité. Pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir? Il y a un facteur endocrinien dans... Très probablement, parce qu'on va voir qu'il y a des facteurs qui favorisent, par exemple, l'obésité. Parmi ces facteurs, il y a la grossesse, par exemple. Hein. Donc, c'est sûr, il y a des facteurs hormonaux qui font que la femme est plus touchée que l'homme. Oui. Et il faut juste savoir que l'obésité, c'est vrai que ça touche beaucoup plus la femme, mais elle touche aussi l'homme, et elle est plus sévère chez l'homme parce que c'est surtout l'obésité viscérale. Absolument. Donc, on a dit ma collègue... On va y revenir en tout cas dans les complications. Je vous invite, messieurs, dames, à regarder un reportage qui revient justement sur la détection du surpoids sur l'enfant et sur la prévention. C'est un reportage signé Yeni Saïd Belkacem. Regardez.
L'obésité et le surpoids concernent presque la quasi-totalité de la planète et un enjeu de santé publique. Une situation très alarmante, surtout chez les enfants. Mais comment reconnaître si notre enfant est obèse ou en surpoids? Quelles sont les causes? Le docteur Sanabou Chaïb, médecin épidémiologiste au niveau de l'Institut de santé publique, nous explique. À partir de l'indice de masse corporelle, c'est le médecin pédiatre qui va établir donc, les courbes de croissance donc, des enfants. En fait, il faut suivre régulièrement un enfant, prendre son poids et sa taille de façon régulière et calculer l'index, donc l'indice de masse corporelle qui va donc poser le diagnostic de surpoids ou d'obésité. L'obésité survient et elle résulte d'une consommation excessive d'aliments riches en gras, en sucre. Même si les industriels proposent des variétés de produits moins sucrés et plus de plaisir, nos habitudes alimentaires ont complètement changé. Les conséquences, elles ne sont pas prises en compte, ce qui favorise l'apparition de plusieurs maladies. Obèse risque 4 fois plus de contracter, de devenir obèse à l'âge adulte. À court terme, il faut savoir qu'en pédiatrie, tous les organes peuvent être affectés par l'obésité. Un enfant obèse peut développer une hypertension artérielle, il peut développer, donc avec toutes les complications que l'hypertension artérielle peut provoquer, à savoir les accidents vasculaires, etc. Un diabète, il peut développer donc une dyslipidémie. Il y a aussi la complication de la puberté précoce, donc c'est un problème hormonal qui peut causer donc plusieurs conséquences néfastes pour la santé de l'enfant, et aussi les problèmes psychologiques, ils deviennent donc des personnes vulnérables et fragiles. Vulnérables et fragiles, les personnes obèses, même les plus jeunes, ont un risque plus élevé de souffrir de complications, surtout en cette période de Covid-19. Ceux qui sont obèses sont de façon générale atteints de comorbidités telles que l'hypertension artérielle, le diabète. Ils ont beaucoup plus de mal donc, à avoir donc, des complications respiratoires. Donc ils sont sujets à avoir des complications respiratoires. Et les médecins ont constaté sur le terrain que les personnes qui sont obèses ont une réaction inflammatoire donc un peu plus importante et ce qui va engendrer donc des formes beaucoup plus sévères par rapport au Covid-19. Un mal qui tue et une tendance qui s'aggrave dans le monde. L'obésité est associée aujourd'hui à une pandémie mondiale. De simples gestes comme l'activité physique régulière et une alimentation équilibrée sont primordiales et suffisantes pour limiter les risques de cette maladie. Quand on voit les chiffres aujourd'hui, des chiffres donc exagérément élevés, plus de la moitié de la population, nous le disions tout à l'heure, est touchée par ce problème de surpoids, on incrimine beaucoup aujourd'hui notre mode alimentaire, on parle même de société obésogène. À quel moment a-t-on basculé, docteur Barly ? Tout d'abord, il faut savoir que ça date d'assez longtemps quand même, des années 60. Il y a eu ce qu'on appelle quelque part en 1958, en Algérie déjà, le plan de Constantine où on favorisait certaines industries. Et donc ces industries, par exemple de limonade, de biscuiterie et beaucoup d'autres, ont donné, comme il y avait après l'indépendance, il y avait cette tendance joviale, c'était presque une célébration quelque part. Mais personnellement, je ne suis pas contre ce qu'on appelle le open day, c'est-à-dire de temps en temps, si on a envie, si on est invité, on l'accepte. Mais le fait que ça devient pratiquement au quotidien et jusqu'à que certains ne boivent même pas de l'eau, dans leur journée et boivent que des sodas. Là, ça a commencé à basculer. Donc, c'est vraiment très ancien. Ça date depuis l'indépendance. Et c'est pour ça que parfois, je dis que pour retourner aux sources, ce n'est même pas l'objectif de retourner à l'alimentation de nos grands-parents, parce qu'eux-mêmes sont victimes quelque part, mais de nos arrière-grands-parents. Et c'est là qu'il faut savoir... Ça n'a explosé quand même que ces dernières... Oui. Quand on voit les chiffres... Parce qu'il y a un autre facteur qu'on oublie souvent. Que les dernières 20 ans, je veux dire. C'est le facteur stress.
et fast-food qui s'est rajouté à cette alimentation qui est plutôt des produits sucrés non naturels, la farine blanche raffinée au lieu de la farine complète et tout ce qui est complet. Et également, bon, il y a ce qu'on appelle les facteurs de croissance et les facteurs pro-inflammatoires dans le lait en tant que lait, alors que les produits laitiers dérivés sont très intéressants et au contraire, ils peuvent favoriser le microbiote intestinal. Par exemple, je citerai le lactosérum, le babeur, le beurre, le camembert et tant d'autres, parce qu'ils favorisent, eux, le microbiote. Mais quand on boit le lait en tant que lait, quelque part, c'est pas évident pour notre santé, parce que quelque part, ça va être caillé dans notre estomac, ça va être frictionné dans notre intestin, et finalement, on aboutit à un babeur. Donc, autant consommer directement du babeur, c'est plus facile pour notre système digestif. Et dans toutes les variations alimentaires, favoriser ce qu'on appelle le microbiote intestinal pour assurer une bonne digestion. Oui. Voilà. Alors, ce que vous venez de citer ressemble un peu à ce qui s'est passé aussi dans les sociétés occidentales qui sont passées d'un mode alimentaire, par exemple, basé sur les fruits et légumes, à un mode alimentaire basé sur les céréales, qui a entraîné aussi une explosion de l'obésité. Quels sont aujourd'hui, Dr Hamoudi, les aliments qu'on incrimine? Alors écoutez, c'est vrai que l'excès de sucre, l'excès de sel et l'excès de gras sont tout le temps remis en cause dans la prise de poids et la prise d'excès de graisse. Mais il y a quelques années, il y a d'autres facteurs qui interviennent, c'est les additifs alimentaires et les pesticides. Oui. Ceux-là aussi, ce sont des perturbateurs endocriniens qui font que le corps répond par une obésité pour laquelle on est là aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que les industriels font tout pour que le consommateur achète tout le temps. Donc, à chaque fois, ils sont à la recherche, c'est le marketing, à chaque fois de belles boîtes, mais après à l'intérieur, je prends l'exemple puisqu'on parle des enfants d'obésité, les céréales. Les céréales, tous les parents pensent que c'est bon, etc. Mais les céréales, quand vous les prenez, qu'est-ce qu'il y a dedans quand vous lisez l'étiquette? Il y a plein de produits qui sont très mauvais pour la santé. D'abord, c'est trop sucré. Oui. Deuxièmement, ils mettent trop de conservateurs. Des additifs. Des additifs. Absolument. C'est coloré, c'est... Alors que c'est ça qui attire nos enfants. Donc je pense que il y a le sel, le gras et le sucré, mais il y a aussi les étiquettes à lire avant d'acheter les produits comme ça qui sont néfastes pour la santé. Et chez les enfants, il faut commencer très tôt, parce que si vous leur faites goûter par exemple, si on prend les céréales du matin, ou si vous leur faites goûter de la limonade, et après que vous en achetez tout le temps, c'est pas possible, ils en voudront à chaque fois. Et le rôle des parents, lorsqu'on parle d'obésité chez l'enfant, est très important, voire primordial. Parce que si les parents achètent, les enfants mangent. Si le placard est plein de choses qu'il ne faut pas, ils mangeront. Donc les parents ont un rôle à jouer important dans l'achat, et c'est bien de faire les courses ensemble parce qu'ils guident les enfants, etc. C'est tout le monde qui mange la même chose. C'est pas le papa et la maman qui prennent la limonade, oui. Et les enfants, non, tu n'en prends pas. Oui, absolument. Voilà. Juste un petit rappel, on dit souvent que, par exemple, pour les céréales ou les biscuits, il faut éviter là où il y a les listes interminables. En fait, quand on voit les ingrédients, quand on a beaucoup d'ingrédients, quand on a de longues listes, il faut éviter parce que là, il y a beaucoup, généralement, d'additifs. C'est juste pour attirer l'attention des gens qui nous regardent. Alors, l'Algérien consomme à peu près 30 kilos de sucre par an, ce qui est énorme, c'est un peu 3 fois plus que la ration recommandée par l'OMS. Ça aussi, c'est un problème, professeur Bouzy. Tout à fait, parce que bon, maintenant, si vous prenez une boisson ici chez nous, hein, je ne dis pas de marque, mais vous allez remarquer quelqu'un qui ne vit pas en Algérie, quand il apprend, il dit « mais c'est pas possible, c'est pas la même boisson que j'ai pris ailleurs, elle est trop sucrée, donc chez nous, on ne respecte pas les normes ». Je m'excuse de le dire, bien que maintenant, le ministère du Commerce commence à insister et à ramener au moins la quantité du sucre à la normale, comme les autres pays. C'est trop sucré. Absolument. Donc la quantité est importante. Imaginez une canette de Coca-Cola, ça comprend combien? C'est 10 morceaux de sucre. Et une canette, ça se consomme en fraction de seconde. Quelques secondes, on peut l'avaler. Mais si vous prenez 10 morceaux de sucre, vous n'arrivez pas. Oui. Donc c'est surtout cette consommation excessive de sucre, de lipides,
parce que vous voyez... Il faut dire qu'une canette de soda contient à peu près 10 carrés de sucre. C'est-à-dire l'équivalent de... Voilà, c'est énorme, c'est presque un verre de sucre. Et puis imaginez, monsieur, mon collègue, il avait dit, il y a des gens qui ne prennent que des boissons sucrées dans la journée, ils ne prennent même pas d'eau. Donc ajouter à cela les aliments trop caloriques tels que les lipides, si vous allez dans un fast-food justement, j'avais peur de me tromper, de faire... Et donc là, on va rajouter quoi? Vous prenez une pizza, on va rajouter de la mayonnaise, on va rajouter de la ketchup, il y a plein de choses moi que je commence à connaître. Auparavant, j'ai jamais pris ça, mais nos enfants, ils consomment énormément et tout ça, c'est très calorique. Donc c'est sûr qu'ils vont... On reste sur le sucre, docteur Barli. Aujourd'hui, il est prouvé que le sucre est un aliment addictif. Oui, il y a aussi une étude américaine qui revient sur la consommation, qui dit que la consommation régulière de boissons sucrées serait synonyme de puberté précoce. Il y a beaucoup de choses, puberté précoce, et on dit que même la maladie d'Alzheimer a une deuxième dénomination, c'est le diabète de type 3, et qu'une consommation durant une dizaine ou une vingtaine d'années de soda peut être un facteur de risque vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un élément qui est très important, qui est démontré dernièrement. Il y a une autre étude qui a prouvé, qui est publiée actuellement, elle a été faite au Japon et dans d'autres pays, que le sucre finalement il est 8 fois plus addictif que la cocaïne. C'est juste que la cocaïne c'est une explosion, mais le sucre blanc raffiné c'est une implosion. Et donc quelque part, la meilleure façon pour lever cette addiction, parce que ce n'est pas évident, parce que la personne elle est sous addiction, c'est d'essayer de l'inviter à faire une semaine open, c'est-à-dire sans sucre, et il va remarquer qu'il va améliorer ses capacités gustatives et de l'odorat, puisque c'est important ces jours-ci, tout le monde parle d'agueusie et d'anesthésie. Voilà. Et donc, au contraire, il va retrouver goût à autre chose. Et on a remarqué que souvent, quand cette interface est faite, pas dans la contrainte, hein, pour laisser la personne venir vers cette expérience, finalement, il se dit que on apprécie mieux le goût, le salé, on arrive à distinguer les goûts, les odeurs, et donc les gens sont plus ouverts à aller vers l'addiction après avoir fait l'expérience. Parce que quelque part, toute personne n'est pas ouverte au dictat, même si c'est dans son intérêt. Il a besoin d'être dans l'acceptation, de vivre par exemple l'expérience et de se dire oui, je peux le faire. Et parfois on peut aider la personne pour lever cette addiction, parce qu'il y a des études qui ont prouvé que s'il y a un déficit en vitamine C ou en vitamine D, magnésium et vitamine B6, l'addiction elle est plus importante. Pourquoi vitamine C? Parce que ça permet de saturer tous les récepteurs d'addiction, quel que soit le type d'addiction, que ce soit alcoolisme, toxicomanie ou autre. Pour ce qui est de la vitamine D, ça permet de lever la dépression, quelque part qui est intrinsèque, et de booster l'immunité. Le magnésium, il est anti-stress, et la vitamine B6, c'est un cofacteur de la synthèse de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et quelque part dans l'addiction, quelqu'un qui est en addiction dans le tabac, dans le sucre ou dans l'alcoolisme, quelque part, ou bien même dans les stupéfiants, il est à la recherche d'un bonheur perdu. Et quelque part, si grâce à ces éléments, disons, orthomoléculaires qui sont régulés, on a la sérotonine, il n'y a pas la déprime, on retrouve nos capacités. On n'a pas besoin de sucre. Voilà. Oui. Parce que souvent, c'est un échappatoire aussi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, professeur Bouzid, s'agit-il aussi, le sucre, c'est aussi un perturbateur endocrinien, puisqu'on disait à l'instant qu'il y a une étude américaine qui dit que la consommation régulière de boissons sucrées serait à l'origine d'une puberté précoce. Est-ce qu'on peut attirer l'attention des gens là-dessus, au danger du sucre justement en tant que perturbateur endocrinien? Oui, le sucre, quelle que soit la consommation, que ce soit sous forme de boisson ou autre chose, bien sûr, ça va perturber, ça va entraîner une perturbation sur beaucoup d'éléments, c'est-à-dire sur le plan... L'insuline déjà. Voilà. Voilà. Exactement, et puis même aussi sur le plan métabolique, le diabète et d'autres anomalies, donc des perturbations même sur la fertilité. Oui. Voilà. Docteur Hamoudi, on a parlé un peu d'alimentation. Le changement de nos habitudes alimentaires est en grande partie le premier responsable de ce problème. Il existe d'autres facteurs, notamment la sédentarité. Oui, alors pour
Aujourd'hui, on ne bouge pas beaucoup. Oui, oui. Alors la sédentarité, oui, on y vient. C'est un facteur très favorisant, lié, si vous voulez, directement à l'obésité, en même temps qu'associé au changement alimentaire, etc. La sédentarité on dit même parfois qu'il est plus important. Oui, aujourd'hui, effectivement. voilà, on ne bouge pas. Il est considéré, la sédentarité, lorsqu'on fait de l'activité physique, c'est considéré par l'OMS comme étant le facteur le plus efficace pour lutter contre les maladies non transmissibles, c'est-à-dire l'hypertension, les cardiopathies, etc. Donc vous voyez l'importance qu'a l'activité physique sur la santé. Quand on dit l'activité physique, ça ne veut pas dire faire un marathon. Hein, non, pas du tout. Nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Nous parlons du sport santé. Sport santé qui demande à faire des exercices simples, régulier par contre, de façon progressive. Il y a tout un canevas de principes à respecter et les choses se passent très bien. Alors la sédentarité, c'est de moins en moins d'efforts. Pourquoi? Parce que le confort maintenant, toute la technologie et l'émancipation sociale a fait que le mode de vie a changé. Et donc ce mode de vie fait que la personne fait de moins en moins d'efforts physiques, que ce soit chez l'enfant avec tout ce qui est jeux vidéo, PC, que ce soit chez l'adulte avec la voiture. Il joue moins à l'extérieur. Voilà, la voiture, le fauteuil au travail, le fauteuil dans la voiture, à la maison, dans le salon. Tout ça fait que de plus en plus, nous voyons une augmentation de cet excès de graisse au niveau du corps. Alors, la sédentarité est un facteur très important de la prise en charge de l'obèse. Je ne vois pas très bien comment peut se faire cette prise en charge si uniquement le volet nutritionnel est pris en charge seul. Parce qu'en fait, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. D'abord sur le plan psychologique, il faut qu'il y ait, comme a dit monsieur tout à l'heure, un vide qui soit comblé. D'accord, il y a ça. Deuxièmement, donc sur le plan psychologique. Deuxièmement, vous allez voir si vous avez une personne qui va commencer à perdre du poids, elle va perdre en graisse et donc son corps va, si vous voulez, entre parenthèses, pendouiller. Et ça, ce n'est pas bon. Il va y avoir un relâchement, etc. Ça, c'est lorsqu'on a une perte quand même très important puisqu'on parle de l'obésité, d'accord? Oui. Donc quand on parle d'obésité, c'est pas 1 ou 2 kilos qui vont partir, c'est 10 kilos, 20 kilos. Et plus, donc il y a le tablier qui va se former au niveau de l'abdomen. Donc même des fois, on fait appel à la chirurgie pour Absolument. ça. Donc, l'activité physique va jouer un rôle non seulement en prévention primaire, mais en prévention secondaire et tertiaire. Elle va venir combler ce vide, renforcer sur le plan musculaire, sur le plan psychologique, j'en ai parlé, mais elle va aussi jouer un rôle dans la prévention des autres maladies, des complications de l'obésité. Donc, tout ce qui est problème métabolique, tout ce qui est problème cardiovasculaire, tout ce qui est problème respiratoire, tout ce qui est problème locomoteur, tout ce qui est problème neurovégétatif, tout ce qui après, c'est du cas par cas, docteur Hamoudi, parce que quand même, pour un obèse, on ne peut pas conseiller des sports. Parfois, il y a les problèmes d'articulation. Donc, c'est du cas par cas. Exactement. Comme pour la prise en charge nutritionnelle, c'est du cas par cas. Oui. Donc, quand vous avez... Bon, je ne vais pas rentrer dans le côté nutritionnel, mais pour la sédentarité, lorsqu'on veut introduire chez une personne qui veut bien perdre du poids, parce que là aussi c'est toute une histoire. Lorsqu'elle se présente à nous pour bien motivée pour perdre du poids, on l'aide en lui faisant un petit programme, donc en lui expliquant, etc., ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures que l'on va prendre. On établit un programme, comme cette personne obèse établit un programme avec le nutritionniste, on va établir un programme avec elle. Alors, ce programme, il obéit à plusieurs principes de prise en charge. Il obéit à 5 ou 6 principes. Alors, le premier, c'est celui d'instaurer une activité physique, mais cette activité physique va obéir au volume, c'est-à-dire à la durée, à l'intensité. Il faut également qu'il y ait un choix des exercices. Vous n'allez pas donner des exercices à faire à tout le monde de la même manière, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Il faut que cette activité physique soit adaptée à la santé de l'individu. Parfois, vous avez des obèses qui sont cardiaques, qui sont hypertendus, etc. Absolument. Il faut que cette activité soit également adaptée aux capacités de la personne, parce que vous avez des personnes qui sont carrément déconditionnées. Et vous avez aussi le facteur âge qui doit être pris également en charge. Donc, vous voyez que l'activité physique, oui, mais il faut qu'elle soit canalisée, du moins au début. Mais aujourd'hui, vous savez, docteur Hamoudi, certaines personnes vous diront que le sport ne fait pas vraiment maigrir, à moins qu'on fasse régulièrement et très souvent du sport. C'est-à-dire, faire 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est vraiment insuffisant. Aujourd'hui, par exemple, quand on se renseigne, on voit que pour brûler les calories qu'on
consomme pour un hamburger, il faut courir 1 heure, par exemple. Pour brûler les calories qu'on a consommées pour une pizza, c'est quelque chose comme 2 heures, voire 2 heures et demie. Donc c'est énorme quand même. Alors il faudrait faire à quelle cadence? Alors écoutez, je reviens au principe que j'ai énuméré tout à l'heure en disant, lorsque cette personne obèse a consulté un médecin nutritionniste, donc elle a un programme nutritionnel, un régime à suivre, parce que on ne parle pas de régime, il vaut mieux pas en parler, parce que c'est une manière de manger qui doit être saine, etc., etc. Mais pour l'activité physique, vous avez certains principes qu'il faut expliquer à la personne. La première chose, c'est la progressivité. Donc, elle ne va pas d'emblée, comme vous avez dit tout à l'heure, commencer à courir. C'est ce que font pas mal de personnes. Elles veulent rattraper le temps perdu en courant 1 fois par semaine, 4 heures Oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc, la progressivité dans l'augmentation de la charge. Vous avez la régularité, parce que sinon, ce qu'ils ont gagné aujourd'hui, ils vont le perdre. Ce qu'ils ont gagné à la séance passée, ils vont le perdre s'il n'y a pas de régularité. D'accord? Il y a aussi le principe de réversibilité, c'est-à-dire que si ils ne font pas une activité, ce qu'ils ont gagné, pas une hygiène de vie, si elle n'est pas régulière, ils vont perdre ce qu'ils ont. C'est comme quand vous musclez et après vous ne faites plus. Donc tout ça doit être expliqué à la personne en disant qu'il faut augmenter doucement les charges de travail. Et après, il y a des exercices à faire qui l'emportent, si vous voulez, les exercices d'endurance, les exercices de souplesse et les exercices de renforcement musculaire. Donc tout ce qui est renforcement musculaire et souplesse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est des exercices d'endurance, ça obéit encore une fois à un programme, à une charge de travail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette charge de travail? C'est important de l'expliquer aux téléspectateurs. C'est une charge de travail qui est basée sur un calcul qui se fait sur la fréquence maximale théorique. Qu'est-ce que c'est que la fréquence maximale théorique? C'est une formule que l'on applique, c'est 220 moins l'âge. Je m'explique. Lorsqu'on calcule on a un résultat à partir de ce cas. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Par exemple, 220 moins l'âge, on a un résultat. Ce résultat, on va faire un pourcentage de ce résultat, c'est-à-dire, par exemple, 65 à 75% de ce résultat. Je m'explique. Si vous avez une personne qui a 40 ans, si vous faites 220 moins l'âge, ça va faire 180. D'accord? Si vous prenez 65 à 75, ça va lui faire 108 à 135 battements par minute. Donc, c'est sur 108 à 135 battements par minute qu'elle va faire son entraînement. Absolument. D'accord? Et je m'excuse. Et là, d'où l'utilité d'avoir un outil pour pouvoir chiffrer la fréquence cardiaque. Oui, d'accord. Alors, docteur Berly, comment luttez-vous dans votre mode de prise en charge contre la sédentarité? Ça, c'est un point très important dans la prise en charge. Il est très important, et là, j'aimerais reprendre ce qu'elle a dit, mais je rajouterai ma touche personnelle en disant que le volet neuro-émotionnel est très important. C'est que quelque part, il faut savoir... C'est-à-dire il faut l'implication de la personne, c'est ça? Oui, il faut que cette personne n'y va pas dans le sport, bien que ça va servir sa santé, on le sait, mais dans son objectif, faire l'activité par plaisir, par amour. Pas dans la contrainte, en fait. Voilà, pas dans la contrainte du résultat. Et en se détachant de la contrainte, de l'obligation de résultat, on a tous les résultats. Et une fois la personne, elle prend du plaisir, elle se détache de son stress quotidien. Ça peut être de simples marches 40 minutes à raison de 7 km par heure. C'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle on ne peut pas discuter et on ne peut pas chanter. Hein. C'est ça, 7 km à l'heure. Et même si c'est en ville, on ne peut pas voir les prix dans les vitrines. Donc c'est ça, 7 km à l'heure. C'est-à-dire avec une marche assez soutenue. Voilà, en fait. cadencée. Et donc ça permet de se dépenser, mais elle doit être faite. Vous pouvez poser des questions autour de vous. Toute personne qui a acheté, par exemple, un tapis et un vélo sur place à la maison, finalement, si ça n'a pas été fait avec le cœur, ça a été fait pour des objectifs de perdre du poids, finalement, il se retrouve être un élément où on range les t-shirts et tout ce qu'on a besoin pour le lendemain. Ça ne devient pas un outil de sport. Donc, le sport a besoin
qu'on le fait avec passion et on choisit le sport. Parfois, c'est le médecin qui peut l'indiquer pour dire, disons, rythme cadencé ou rythme bas. Mais parfois, le choix de tel ou tel type de sport, ça revient au patient. Et un autre truc très important, c'est l'importance, ce qu'on appelle les kilos émotionnels. L'impact neuro-émotionnel sur le poids et la forme du corps. Et quelque part, si une personne ne s'aime pas, ne s'approuve pas et ne se félicite pas, l'objectif dans lequel elle est, même si elle respecte les règles nutritionnelles, même si elle respecte les règles orthomoléculaires et les règles sportive, d'activité physique, si dans l'émotion il y a le stress du résultat et tout ce qui va avec, ben finalement on a le résultat inverse, parce qu'il faut savoir qu'il y a des décharges d'adrénaline, de dopamine et tout ce qui va bouleverser un petit peu la biologie du corps. Donc il faut être quelque part également dans le lâcher prise, c'est-à-dire laisser venir le résultat, et plus on n'est pas exigeant. Mais comment l'amener justement à être dans cet état en s'aimant, se félicitant et s'approuvant. Vous faites des séances de psychologie, c'est ça? C'est pas de la psychologie. L'accompagnement neuro-émotionnel est complémentaire à la psychologie, parce que la psychologie agit sur le cortex, le neuro-émotionnel agit sur le reptilien et le limbique. Et quelque part, c'est le volet animal de l'être humain. Il est à la recherche de l'instinct de survie, du territoire, donc être belle ou être beau, de la perpétuation de l'espèce, du deuil et du pardon thérapeutique. Et dans le cœur, il n'y a pas que le cœur, c'est-à-dire pour faire du sport. Pourquoi des gens ne se sentent pas bien? Ben, si il y a 5 types de cœur. Cœur professionnel, s'il ne se sent pas bien dans sa profession, ben, il y a une perturbation qui peut se manifester par cette obésité ou un autre souci de santé. Il y a le cœur sociétal, il faut que la personne aime sa société. Le cœur personnel, intra-extra personnel. Le cœur financier, il faut aimer sa situation. Et le cœur spirituel, être apaisé. Et donc, quelque part, ce volet neuro-émotionnel, ô combien il a été un petit peu mis à l'écart, les dernières études qui ont été faites aux États-Unis ont prouvé que, ben, avec... C'est important aussi cette forme de prise en charge. Tout à fait. Et elle est même, on dit que même, elle est capitale. C'est le 51% qui manquait à cette démarche. C'est vrai, parce que finalement, l'obésité aussi peut être d'origine psychologique, comme vous venez de le dire. Alors, il y a un autre facteur qui est aussi très important, c'est le facteur héréditaire. Alors, on a tendance à stigmatiser un peu les personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses, parce que souvent, on dit qu'elles n'ont pas de volonté, qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles ne font pas de régime. Mais souvent, ce n'est pas aussi facile, parce que il y a des personnes qui peuvent brûler plus facilement que d'autres, il y a des personnes qui prennent plus facilement que d'autres, n'est-ce pas, docteur Bouzid? Effectivement, vous venez donc de le dire, il y a une obésité génétique. Dans la famille, on a des obèses. Mais il n'y a pas uniquement de facteur génétique. Ce facteur génétique sera aggravé par l'épigénétique, c'est-à-dire les facteurs environnementaux. Quelqu'un qui est déjà obèse, il va encore surajouter, par exemple, l'augmentation, par exemple, de l'apport. Là, ça va favoriser encore l'obésité. Donc, quelqu'un qui est déjà obèse, il doit faire de l'activité parce qu'il est déjà susceptible à prendre du poids. Donc là, il faut insister avec lui, prendre du poids, de faire très attention à son régime alimentaire. C'est toute une prise en charge nutritionnelle. Il doit faire attention parce que cela, c'est des facteurs qui vont encore aggraver l'obésité. Donc, on peut naître obèse finalement, professeur Bouzid. On peut naître obèse, mais il faudra suivre cet enfant, c'est-à-dire c'est plus facile de perdre lorsqu'on est tout jeune. On dit que l'obésité, au fait, c'est une maladie évolutive. Elle commence durant l'enfance et l'adolescence et elle va continuer jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire si on est obèse, on est condamné à être un adulte obèse? Pas 100%, mais la grosse majorité vont rester obèses. Il y a des facteurs prédictifs qui vont rester obèses. D'accord. Alors on va passer à la chronique de l'émission, le point focus avec le docteur Abbas Mechtel, et on parle aujourd'hui du syndrome métabolique.
Bonsoir, docteur Abbas Mechtel. On parle avec vous du syndrome métabolique. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Bonsoir, amis téléspectateurs. Focus ce soir sur le syndrome métabolique. Alors, qu'est-ce que le syndrome métabolique? Il s'agit d'un ensemble de désordres métaboliques, de désordres physiologiques qui associent en général une obésité. Cette obésité qui va s'exprimer en premier lieu par une augmentation de périmètre abdominal estimée par les études internationales, par une augmentation qui va dépasser les 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme, associée en général à un ensemble de perturbations. En premier lieu, une augmentation de la glycémie qui est due à une résistance à l'insuline produite par le pancréas, une hypertension artérielle, une augmentation de la quantité de triglycérides dans le sang et une augmentation du LDL cholestérol qui est le mauvais cholestérol au détriment du HDL cholestérol qui est le bon cholestérol. Alors pourquoi ? Alors on aborde justement le syndrome métabolique parce que c'est un ensemble de facteurs, c'est ça, docteur? Absolument, il s'agit d'un ensemble de facteurs de risque, en premier lieu cardiovasculaire, mais avant cela, les études internationales ont aussi démontré qu'il s'agit d'un fléau mondial, dans la mesure où 10 à 20% de la population est atteinte de syndrome métabolique. C'est un véritable problème de santé publique en Algérie, de par sa fréquence déjà et de par sa gravité potentielle. Il représente un ensemble de facteurs de risque cardiovasculaire parce qu'il associe une hypertension artérielle, celle-ci qui est génératrice de beaucoup de complications, en l'occurrence l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance rénale et l'infarctus du myocarde, un diabète qui est au début insulino-résistant, mais qui va évoluer dans le temps pour devenir insulino-nécessitant, parce qu'il y a le phénomène d'épuisement pancréatique qui va s'installer. Alors l'obésité abdominale expose en premier lieu aussi à ce qu'on appelle longueur abdominale, à l'ischémie, à la diminution de l'apport sanguin au niveau des viscères, mais aussi il y a une exposition au risque de surcharge hépatique en graisse. Cette surcharge hépatique en graisse qui est appelée stéatose hépatique, il a été démontré qu'elle peut évoluer à son propre compte à un moment donné pour devenir une maladie chronique du foie et exposer carrément au cancer du foie. Il s'agit aussi d'un facteur de risque majeur, d'une oblitération artérielle des membres inférieurs et donc de beaucoup de problèmes de santé collatéraux et qui coûtent énormément au système de santé, notamment en Algérie. Et en quoi consiste finalement la prise en charge de ce syndrome, docteur Mechtel? Alors il faut savoir qu'il n'est pas possible de guérir d'un syndrome métabolique une fois installé, parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie en elle-même, mais d'un ensemble de désordres. Mais il faudrait apprendre à s'y prendre en avance, en amont de son installation. Alors les grandes recommandations afin d'éviter d'en arriver à ce stade-là, et en premier lieu une activité physique. Cette activité physique doit être favorisée dans un espace qui est dit aérobie, c'est-à-dire riche en oxygène. L'activité qui est le plus conseillée étant le cyclisme, le jogging, la marche active, la natation. L'idéal est d'en pratiquer à une moyenne de 30 minutes par jour, à une cadence au meilleur des cas de 5 jours par semaine, et bien sûr qui sera adapté au profil physiologique, au profil physionomique de la personne. Alors, dans un deuxième temps, il faut faire très attention à son alimentation. Et pour revenir à ça, il y a l'alimentation saine qui a énormément fait l'objet d'études sur ce plan-là. Et nous avons même défini un régime qui est dit régime méditerranéen. En gros, il faut favoriser les fruits et les légumes en 5 portions par jour, une alimentation riche qui est riche en oméga 3 et oméga 9, c'est-à-dire en poisson, en huile d'olive. Éviter évidemment les aliments qui sont riches en acides gras
saturés, parce qu'il faut savoir que ces acides gras saturés participent directement à la formation des plaques d'athérome et de la graisse au sein des vaisseaux, et favoriser les acides gras polyinsaturés qui participent au métabolisme de l'organisme et dont l'organisme dépend dans ses différentes activités métaboliques. Diminuer le sel, éviter l'intoxication alcoolo-tabagique, et ça c'est aussi valable pour une grande variété de pathologies. Mais au final, si par malheur ce syndrome métabolique est diagnostiqué, installé, il faut insister auprès des patients pour qu'ils continuent, pour qu'ils soient assidus sur leur suivi médical, sur leur consultation médicale, et de faire attention aux recommandations de leur médecin et de subir tous les bilans qu'ils doivent subir régulièrement afin de diminuer l'impact de ce syndrome sur la vie et la qualité de vie de ces patients. Merci beaucoup, Dr Mejdel, pour toutes ces explications. On vous retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup, à vendredi prochain. Et on continue avec mes invités, justement. Vous voulez rebondir, Dr Berly, sur justement la prise en charge de l'obésité chez l'enfant? Tout à fait. Il faut savoir que les dernières études qui ont été faites dans les neurosciences ont prouvé que la biologie de l'enfant, c'est la psychologie des parents. Et donc, si un enfant, quelque part, né avec une maladie ou bien avec une obésité, c'est que par action des neurones miroirs, il y a eu un impact durant la grossesse, ou bien même on dit que ce type d'impact neuro-émotionnel existe jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'on considère en neuro-émotionnel qu'un enfant est adulte à partir de l'âge de 7 ans. Et avant 7 ans, il est en train de télécharger toutes les informations qui tournent autour de lui, même quand il est dans le ventre de sa maman durant la grossesse. Et quelque part, si la maman subit un choc conflictuel imprévu qu'elle a vécu dans la solitude, il y a une manifestation, ce qu'on appelle l'intelligence biologique. C'est comme si l'enfant, quelque part, se sacrifie et trouve un moyen de distraire, si on veut, et de changer l'attention de sa maman par rapport à une mal-vie qui est la sienne, et pour s'occuper de cet enfant. Mais finalement, la thérapie est chez les parents, en priorité chez les mamans, qui doivent apprendre à se détacher, à être dans le lâcher-prise et à verbaliser certains traumas pour éviter que ça impacte sur l'enfant. Oui. Alors, je le disais au tout début de cette émission, professeur Bouzid, l'obésité réduit l'espérance de vie. On ne meurt pas d'obésité, mais plutôt des complications de l'obésité qui sont très nombreuses, puisqu'on les a citées au tout début de cette émission. Est-ce qu'on peut les rappeler? Alors, c'est juste pour vous dire que l'obésité est une maladie grave, parce que les études ont montré... C'est considéré aujourd'hui comme une maladie chronique par l'OMS. Chronique et grave. Elle est, parce qu'on voit que les études ont montré que plus l'IMC, dont on a parlé tout à l'heure, plus l'IMC augmente, plus le taux de mortalité s'élève. Oui. Alors pourquoi cette maladie, elle est grave? Parce qu'elle a des conséquences graves, des complications notamment cardiovasculaires. Elle peut entraîner une hypertension artérielle, elle peut entraîner un infarctus du myocarde, un AVC. Donc ça, c'est les complications cardiovasculaires. Ça peut aussi entraîner des complications respiratoires, le syndrome d'apnée du sommeil. Ça peut, mon collègue tout à l'heure avait parlé des complications hépatiques, une stéatose hépatique. Ça peut pratiquement toucher tous les organes. Aussi, il y a des complications mécaniques. Aujourd'hui, même dans la Covid, tout à l'heure, on a vu d'ailleurs dans le reportage, on en a touché un mot. Aujourd'hui aussi, même dans le virus du coronavirus, on a constaté aussi que les personnes qui ont souvent des formes graves sont... c'est des obèses. Il y a des obèses parmi eux. Alors l'obésité, c'est un facteur de risque de la Covid-19. Et un facteur aggravant. Aggravant, de même que le diabète. Oui. Et donc l'obésité va multiplier le risque. Donc c'est un facteur de risque de pas mal de pathologies, de diabète, de dyslipidémie, et de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc toutes ces complications font que cette pathologie est vraiment grave et elle peut être mortelle. Oui. Voilà. Alors, quels sont les médicaments aujourd'hui proposés contre l'obésité? Alors, c'est juste pour juste vous dire que l'obésité, c'est un déséquilibre de la balance énergétique. La balance énergétique, c'est-à-dire les apports
qui sont très élevées et les dépenses qui sont pratiquement faibles. Donc il faut essayer d'équilibrer cette balance. Comment on va l'équilibrer? Ma collègue avait parlé de régime, donc en fait c'est la prise en charge nutritionnelle, donc il faut diminuer les apports par le régime et augmenter un peu les dépenses, c'est-à-dire en favorisant la dépense. Et donc c'est que rentre donc le rôle de l'activité physique. Donc à côté de cela, donc ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, toutes ces mesures, elles sont importantes, mais elles ne suffisent pas. Donc il faut quand même un apport. Aujourd'hui, il y a des chirurgies aussi qui sont proposées. Alors il y a le traitement pharmacologique et on va venir au traitement chirurgical parce qu'il a des indications bien précises. De toute façon, sur le plan médical, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Il y a quelques médicaments actuellement en Algérie, je vais parler de l'Algérie. Donc vous avez les GLP-1 qui sont des médicaments très importants. Chez nous, ils sont utilisés pour le diabète, mais ailleurs, aux États-Unis, ils sont utilisés pour le traitement de l'obésité. Ce n'est pas les mêmes doses. Donc, ils ne sont pas disponibles chez nous. Il y a d'autres médicaments qui sont donc à l'étranger, mais chez nous, on n'en dispose pas. Alors, vous avez maintenant le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical ne peut se concevoir sans les mesures hygiéno-diététiques, quel que soit, il faut. Donc, c'est le traitement chirurgical, bien sûr, les chirurgiens disent que c'est la pierre angulaire du traitement, c'est le plus important, mais à condition que ça soit précédé de mesures hygiéno-diététiques. Et puis, donc, cette chirurgie, elle a des indications. Ce n'est pas n'importe quel patient qu'on va confier au chirurgien. C'est surtout les obésités morbides qui sont compliquées, c'est-à-dire les obésités sévères et morbides qui ont des complications, hein, par exemple l'hypertension. Et donc le traitement par la chirurgie, donc dans une option, c'est-à-dire où le but de ce traitement, c'est au moins d'améliorer, parce que vous savez que améliorer la qualité de vie. La qualité de vie, et puis la chirurgie bariatrique peut faire disparaître le diabète, par exemple. Ça peut traiter même pour l'hypertension. Donc la chirurgie bariatrique reste indiquée pour... Il faut rappeler qu'elle est pratiquée chez nous. Il y a plusieurs chirurgies qui sont proposées. L'hôpital où là, je suis, à l'hôpital de Bolloré, on a, je rends hommage au professeur Abid, il a opéré et on a de bons résultats. Bon, bien sûr, maintenant, alors, avec la situation... Peut-être brièvement l'anogastrique. Alors, il y a deux types. Enfin, le principe de la chirurgie, c'est diminuer les apports. Donc, pour diminuer, vous avez l'estomac, on va essayer de réduire. Donc, l'estomac, on fait une restriction de l'estomac, la sleeve... ça c'est une forme d'ablation, en fait, d'une partie de l'estomac. Exactement. On va essayer de réduire l'estomac. Donc pour diminuer les apports. Il y a une autre chirurgie qu'on appelle par exemple le bypass, c'est quoi? C'est diminuer l'absorption des aliments. On va essayer de faire un court-circuit, d'éviter l'absorption. Il faut savoir que l'absorption se fait au niveau de l'intestin grêle. On va essayer de dévier cette absorption pour qu'il diminue un peu l'absorption des aliments. Donc cette chirurgie, elle a donné ses fruits surtout pour les obésités très importantes. Oui. Mais c'est-à-dire à condition, cette chirurgie sera suivie. Elle est précédée de mesures hygiéno-diététiques, mais après la chirurgie, il faut quand même des mesures hygiéno-diététiques très sévères, enfin très strictes. Oui. Très strictes. Il faut que le patient suive, parce que sinon il va y avoir l'effet rebond et ça se complique par la suite. Oui. Moi, je vous ai raconté l'histoire de la patiente. C'est le mot de fin. Alors dans une approche de médecine orthomoléculaire, déjà d'emblée, avant peut-être d'arriver à l'obésité, comment prévenir l'obésité? D'abord en équilibrant les apports nutritionnels. Et il faut savoir que chez toute personne qui est malade et même obèse, le taux de vitamine D3 est retrouvé inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, voire inférieur à 20 nanogrammes par millilitre. Et que les dernières études ont montré que si on potentialise le taux de vitamine D3 autour de 90 nanogrammes par millilitre, le cheminement vers la bonne santé est possible. Mais il y a un autre élément également, en plus de la balance énergétique, c'est la balance émotionnelle. Et pour ceux qui ont fait la chirurgie, c'est pas évident parce qu'il y a une mauvaise absorption et donc on peut avoir une anémie du bière-mère, un manque de vitamine B12. Voilà, des carences d'absorption. Et donc, quelque part, le naturel est meilleur parce que ça permet... Mais là, c'est dans les cas extrêmes. Voilà, dans les cas extrêmes, c'est autre chose. Voilà. Mais il doit y avoir des supplémentations, par exemple en vitamine B12. Voilà, et pour magnésium B6 et vitamine C, pour fixer le fer ionique qui existe dans l'organisme. Et pour ce qui est un dernier mot, on doit juste rendre
justice au mot cholestérol, quand parfois on incrimine. Le cholestérol, c'est le diamant du corps. C'est grâce à lui qu'il y a activité cérébrale. Toutes les hormones sont synthétisées à partir du cholestérol. Donc, on doit lui rendre hommage et savoir que c'est d'autres éléments qui génèrent l'obésité et non pas le cholestérol. Entre autres, bon, il y a un déséquilibre de triglycérides, de transporteurs qui parfois font la bascule. Donc, le plus important, l'émotionnel est la base pour permettre cette prévention et quelque part la thérapie. Merci beaucoup, messieurs, dames. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.